Bienvenue dans Ma misère est si belle. Ce podcast, c'est un espace de partage. Parce que parfois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, on trouve un écho à la sienne. Dans un monde où on se croise, sans toujours se comprendre, j'ai décidé de raconter un bout de mon histoire. Et peut-être aussi un peu de la tienne. Jeudi dernier, je t'ai parlé de ma mère, de sa force tranquille, de cette lumière qu'elle porte, même dans les pires moments, et de tout ce qu'elle a traversé pour nous, sans jamais se plaindre. Mais derrière cette force, il y a eu des tempêtes, des blessures, et surtout, un système qui l'a pas aidée. La schizophrénie, c'est une maladie. Mais c'est pas que ça. C'est un monde autour. Un monde qui, souvent, s'écroule avec la personne malade. Parce que le vrai drame, il est là, dans tout ce qu'il y a autour de cette maladie. Dans les institutions qui s'effacent, dans les familles qu'on laisse seules. La santé mentale, c'est souvent ce qu'on met en dernier. Dans les budgets, dans les priorités, dans les conversations. Parce que ça fait peur, parce que ça rapporte rien, parce que c'est trop compliqué. Mon père, il a toujours été suivi par un psychiatre. Enfin, suivi, c'est un grand mot. Les rendez-vous, ils durent 15 minutes. Le temps d'un renouvellement d'ordonnance, 2 questions et c'est terminé. Et je pense que c'est pas une exception. Je crois que c'est la norme. Les soignants, ils font ce qu'ils peuvent. Mais le système, lui, il suit plus. Pas de temps, pas d'écoute, pas de coordination. Et un jour, ma mère l'a accompagné parce qu'elle a voulu alerter. Elle voyait bien que mon père dérapait. Et le psychiatre lui a répondu: mais madame, vous voyez bien qu'il travaille, il rentre tous les soirs. Alors tout va bien. Voilà, c'était plié. Comme si aller bosser suffisait à prouver qu'on va bien. Je dis pas que c'est la faute du médecin, il est sûrement débordé comme tant d'autres, mais c'est tout un système qu'on a laissé s'épuiser. Et les patients, comme leurs proches, c'est les premiers à en payer le prix. Mon père, il prend des antipsychotiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a jamais eu d'instruction très claire. On lui a dit: vous prenez la dose qui vous convient. Voilà. Comme si on pouvait demander à un malade de s'auto-réguler. Sauf que mon père, il vit dans un monde où la frontière entre le vrai et le faux, elle se brouille. Où il y a des jours où il se sent bien et d'autres où la paranoïa reprend toute la place. Alors, quand il se sent mieux, il prend moins de cachets. Parce qu'il se dit qu'il en a plus besoin et parce que les effets secondaires sont lourds. Ils l'épuisent, ils l'engourdissent. Mais le piège, il est là. Plus il réduit ses doses, plus la maladie reprend le dessus. Et plus elle le grignote, plus il perd la capacité de voir qu'il est en train de rechuter. C'est un cercle infernal. Je me souviens d'une fois, il prenait qu'un demi-cachet parce qu'il allait mieux. Et quelques jours plus tard, il a fait une énorme crise. Quand il a été interné, les médecins nous ont dit qu'il aurait dû en prendre 6. 6 cachets. Comment tu veux qu'un homme qui lutte déjà pour distinguer la réalité puisse en plus décider seul de son dosage? C'est aussi ça la folie du système. Et derrière, il y a les conséquences, notamment la prise de poids. Jusqu'à 150 kilos pour mon père. Du coup, il a fait l'opération pour réduire son estomac, et depuis, il a des troubles alimentaires. Donc en fait, la maladie, elle engendre beaucoup, pour le patient et pour son entourage. Et quand il y a crise, justement, c'est là que tout s'effondre. Quand il devient violent, qu'on a peur, on appelle la police. Ils viennent, ils repartent. Parce que c'est une affaire familiale. Alors on appelle SOS médecin. Ils mettent 4, 5 heures à venir. Et pendant ce temps, t'attends. Tu pries pour que rien n'arrive. Et tu te rends compte qu'en fait, t'es vraiment seul. Et quand enfin il est pris en charge, c'est autre chose. Je me souviens d'un jour où ma mère est allée le chercher. C'est simple, il était plus là. Échappé. Et personne ne s'en était rendu compte. Personne ne savait où il était. Un patient interné la veille pour violence était parti faire ses courses, tranquillement. Mon père, il a pas fugué, mais il avait faim et comme personne ne vérifiait, il est allé au carrefour du coin. L'hôpital psychiatrique, c'est pas tout à fait le soin. C'est l'attente, les regards vides, les corps sans mouvement, des vivants qu'on oublie vivants. C'est pas de la psychiatrie, c'est une forme d'abandon organisé. C'est difficile à voir. Pendant le divorce de mes parents, ma mère, elle a tout dit. Les crises, les peurs, les menaces. Mais il n'y avait pas de preuves concrètes. Pas de traces physiques, pas de bleus, pas de fractures. Alors, rien n'a changé. Parce qu'il travaille et parce qu'il a l'air normal. La justice, elle protège pas de l'invisible. Elle agit souvent après le drame, rarement avant. Et c'est ça le vrai scandale.
ce refus de voir. Parce que voir, c'est devoir agir, et agir, ça coûte. Alors on délègue, encore, aux familles, aux femmes, aux enfants, et on les laisse gérer. Aujourd'hui, évidemment, mon père est toujours schizophrène. Il est taxi parisien. Il roule des kilomètres chaque jour. Il discute avec des clients. Il vit sa vie comme il peut. Mais maintenant, il vit seul. Personne ne vérifie rien. Ni ses traitements, ni ses rechutes, ni ses absences, ni sa fatigue. Rien. Et parfois, je me dis, c'est fou qu'un homme aussi fragile puisse être sur la route toute la journée, en contact avec des centaines de personnes, sans qu'aucun suivi réel n'existe. Pas parce qu'il est dangereux en soi, mais parce qu'il est malade. Et que la maladie, elle prévient pas toujours. Ça en dit beaucoup sur le système, de ses angles morts, de ses non-dits, de tout ce qu'on préfère ne pas regarder. Alors des fois, on vit avec une peur un peu sourde. Pas de lui, mais de tout ce qu'il y a autour. De cette absence de cadre et de ce vide qui dit pas son nom. Parce qu'au fond, la maladie, on finit par apprendre à vivre avec. Mais le vide autour, on a du mal à s'y habituer. Et pourtant, je le sais, on a de la chance. En France, on a un système de santé publique, des hôpitaux accessibles, des médecins et des infirmiers qui continuent de tenir, souvent avec pas grand-chose. Et c'est vrai, dans beaucoup d'autres pays, ce serait bien pire. Mais c'est justement pour ça que c'est si dur à accepter, parce qu'on sait que ce système, il pourrait être. Parce qu'on sait qu'il existe des soignants formidables, des équipes qui se battent chaque jour pour que ça tienne encore. Mais dans la réalité du quotidien, il y a des failles, des délais, des murs invisibles. Et ces failles, c'est pas juste des ratés administratifs. C'est des vies abîmées, des proches épuisés et des malades qu'on laisse seuls à s'autogérer, dans un système qui parfois les voit même plus comme des individus. Je pointe pas du doigt pour accuser, je raconte juste pour qu'on mesure ce que ces failles elles provoquent. Pas dans les statistiques, mais dans les corps, dans les familles, dans les nuits sans sommeil. C'est ça que je veux dire. Si toi aussi tu vis aux côtés de quelqu'un qui va mal et que tu te sens impuissant, t'es pas tout seul. C'est pas normal de supplier pour un soin et c'est pas normal de devoir gérer seul ce que tout un système devrait encadrer. La santé mentale, ça devrait pas être un luxe, ça devrait être un droit. Et exiger un vrai système de soins, c'est pas une plainte. Parce qu'aimer quelqu'un qui souffre, ça devrait pas être un combat solitaire. Jeudi prochain, on va parler d'un autre système, le travail. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. On nous a appris qu'il fallait réussir sa vie professionnelle, comme si notre valeur, elle dépendait d'un poste ou d'un salaire. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui y croient plus. Beaucoup qui y arrivent plus. Dans cet épisode, je te parlerai de cette lassitude, de cette grande démission intérieure qui touche toute une génération, de ceux qui en peuvent plus de se sacrifier pour des jobs qui les respectent pas. Parce qu'on veut plus seulement gagner notre vie, on veut la vivre. Merci de m'avoir écouté.